Alors, on va commencer ensemble par voir ce que vous avez retenu de ce Mobile World Congress, qui était un événement en grand cette année, vraiment autour de la 5G. Mais pas seulement, hein, c'était vraiment l'idée de transformer nos réseaux informatiques et toutes ces transformations digitales à partir des réseaux mobiles. Mais enfin bon, je ne vais pas vous dire moi ce que j'en ai pensé tout de suite. Je vais vous demander déjà, Jean-François Gaudy, vous, qu'est-ce que vous retenez de ce Mobile World Congress ? Moi, ce que je retiens, c'est que pour un salon qui est orienté sur la mobilité, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on ne voit pas de mobile au sens smartphone ou de téléphone. Finalement, c'est terminé. Disons que c'est banal, quoi, maintenant. Et au point qu'on n'en voyait quasiment plus. Alors évidemment, dans un salon de ce type, on voit toujours des fabricants de coques ou de choses comme ça, parce que ça arrose très large. Enfin, franchement, ce qui était vraiment très intéressant dans ce salon, c'est de voir les cas d'usage qui peuvent être déployés derrière l'utilisation des infrastructures de la 5G, par exemple. Et moi, ce que j'ai vu surtout, c'est des casques de réalité augmentée, des casques de réalité virtuelle, des appareils pour faire de la chirurgie, des appareils pour construire des voitures, des appareils... En fait, tout un tas de cas d'usage qui vont pouvoir être utilisés avec la 5G. C'était une source d'inspiration pour vous, ce Mobile World Congress, justement, sur ces usages du futur, ou ça peut l'être pour les visiteurs qui sont passés par là ? Certainement, en tout cas, c'est une confirmation du fait que la 5G en tant que telle, ça n'a d'intérêt que par les usages qu'on va pouvoir en faire, et notamment son utilisation dans les infrastructures qui la déploient. Philippe Herbert, votre regard sur ce Mobile World Congress qui s'est tenu cette année à Barcelone ? Alors, bien sûr, on a un tropisme, vous nous avez invités pour ça, donc je l'ai regardé sous l'œil 5G, mais c'est vrai que j'ai connu d'autres Mobile World Congress plus orientés vers le grand public, plus orientés vers des applicatifs et autres. Et cette année, le monde des télécoms était en train de mettre en avant les applications industrielles. On a besoin de convaincre encore, finalement, sur ces usages 5G, parce qu'on peine à les voir arriver. Oui, tout à fait. Et je pense aussi que ce que l'on a vu, c'est la partie importante pour les télécoms, de s'approprier ça. C'est-à-dire, c'était un peu inhabituel de les voir parler à un langage industriel, d'avoir des applications industrielles. Et là, on voit qu'ils font un pas en avant. Je crois qu'il en fera quelques autres. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'opportunité pour des intégrateurs comme Inetum. Mais on voit que la démarche est en route. Vous avez vu des vrais cas d'usage qui fonctionnent autour de la 5G au Mobile World Congress ? Oui, typiquement, je parlais d'opérations. Dans le domaine médical, dans la santé, il y a beaucoup de cas d'usage qui ont été présentés dans les publications, dans les idées de ce qu'on pouvait faire avec la 5G. Là, typiquement, pendant le salon, on pouvait voir des robots et avoir les explications de pourquoi est-ce qu'il nous faut de la 5G pour utiliser des robots qui vont faire des opérations de ce type. Notamment, alors, dans les promesses de la 5G, il y a des choses qui sont un peu techniques, mais la latence. La fameuse latence, là, sur des cas d'usage comme ceux-là, effectivement, on voit l'importance que ça peut avoir. Mais je pense qu'il y a d'autres cas d'usage qui sont très intéressants également à regarder. La santé, on en a beaucoup parlé, l'histoire de l'ambulance connectée, etc. Ça a toujours été les exemples qui ont été mis en avant sur la 5G. Je pense qu'il y a d'autres exemples qui sont très intéressants à regarder, et on doit faire un effort d'explication pour raconter un petit peu justement tout ce qu'on va pouvoir déployer avec la 5G. Oui. Alors, moi, je voudrais rajouter quand même, et je suis d'accord, et c'est là où je disais, c'est une première avancée. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quand tous ces éléments vont être ensemble, vont pouvoir jouer l'un avec l'autre. C'est-à-dire le robot, effectivement, connecté 5G, mais aussi les machines connectées 5G, enfin tous les éléments, la partie cloud qui va pouvoir interagir avec un peu d'intelligence artificielle. Enfin, voilà, ce qui était montré, c'était effectivement des cas d'usage un peu silo. Voilà, on voit des briques. Ce qui va être intéressant, c'est quand on va commencer à voir l'ensemble. Et je sais que vous y êtes intéressé. Quand on voit, par exemple, chez Alcatel Submarine Network, on voit que ces petites briques, elles sont en train de construire un énorme puzzle qui, tous les jours, tous les mois, s'agrandit. C'est-à-dire qu'ils ont démarré avec 2-3 cas d'usage. Aujourd'hui, ils ont une cinquantaine
centaines de cas d'usage et les uns les plus novateurs que les autres. C'est-à-dire, oui, ils ont la démonstration d'utilisation réelle de la 5G dans un environnement industriel, voilà, en Europe. Et ce que l'on voit, c'est le foisonnement. C'est-à-dire que si on fait de la réalité virtuelle, plus de la robotique, plus ceci, on voit que les différents métiers s'approprient des nouvelles façons de travailler et qu'on doit remettre aussi en cause un peu la façon de s'organiser. Donc on n'en était pas encore là, et c'est normal, hein, ouais. Mais on voit que le chemin, on est sur l'une des premières étapes du chemin. Et alors, donc, il y avait des enjeux pour les opérateurs télécoms eux-mêmes, hein, autour de la virtualisation de leur réseau. Je vous propose qu'on écoute Rénal Dupuis sur le stand d'Inetum, justement, hein, qui nous a parlé de ces enjeux. Alors, on est sur le stand d'Inetum. C'est la deuxième année consécutive qu'Inetum est présent sur Mobile World Congress, événement majeur autour du mobile. Je suis en compagnie de Rénal Dupuis, dont les clients sont les gros opérateurs mobiles, les principaux équipementiers télécoms. Quel est l'enjeu pour eux aujourd'hui avec l'arrivée de la 5G, là, les gros défis de ce Mobile World Congress? Quels sont-ils? Les gros défis, au-delà de la 5G, c'est l'arrivée en fait, de la virtualisation des équipements réseau et donc tout le passage d'un monde très télécom, très câble, très technique à un monde virtualisé de fonctions réseau qui sont développées par des éditeurs de logiciels. Donc c'est une vraie révolution dans le secteur des telcos. Ça intéresse particulièrement les opérateurs, bien sûr, puisqu'ils sont obligés de s'adapter à ce nouveau métier, mais aussi les équipementiers qui ont la même problématique. Et puis on voit arriver aussi des besoins au niveau des grandes entreprises sur les réseaux privés dans le cadre de l'industrie 5.0. Alors ils étaient quand même déjà rentrés dans ce monde de l'IT avec la 3G, la 4G. Pas tout à fait. Quel est le pas supplémentaire à franchir? Alors, ils étaient rentrés en partie dans l'IT, hein, essentiellement par les services qu'ils proposaient, mais par contre les cœurs de réseau et les fonctions réseau elles-mêmes étaient toujours sur des équipements dédiés, du hardware dédié, c'était des équipements physiques. Et là, avec l'arrivée de la 5G, on bascule complètement dans le monde du cloud et dans ce qu'on a connu dans l'IT il y a une dizaine d'années environ. Et ça change complètement le paradigme pour les opérateurs comme pour les équipementiers, puisqu'on passe vraiment dans un monde purement logiciel. Et alors, qu'est-ce que vous leur dites aux opérateurs là, qui viennent sur le stand ou aux équipementiers? Qu'est-ce que vous leur montrez? Comment vous allez les accompagner dans cette transformation? Alors on a plusieurs, je dirais, plusieurs offres, hein, et plusieurs opportunités d'accompagnement de ces clients-là. Tout d'abord pour les aider à se former sur les métiers de l'IT et notamment de la virtualisation de ces fonctions, sur tout ce qui va être l'accompagnement, par exemple, pour ce qui est des changements et des gestions de version des équipements réseau, puisque là, ils deviennent du logiciel. Donc on rentre dans un cadre DevOps CI/CD qu'ils ne maîtrisaient pas du tout et pour lesquels on essaye de développer des offres pour les accompagner sur ces sujets-là. Ça va être aussi toute la gestion et le paramétrage du cloud. Ils rentrent complètement dans cette nouvelle vie pour eux et on a des solutions pour pouvoir et des compétences pour pouvoir les accompagner sur ces sujets particuliers liés au cloud. Donc là, c'est la première matinée. J'imagine que vous avez déjà plein de rendez-vous prévus parce que c'est gigantesque. Tous vos clients sont là potentiellement. Hein. Alors, la plupart de nos clients, effectivement, sont là, voire même un certain nombre de prospects. Côté telco, c'est un secteur qui, si on le prend par pays, est relativement étroit, mais quand on le voit ici d'ailleurs, hein, au niveau monde, on a énormément de potentiel. Et pour nous, là, c'est une activité particulièrement internationale. Merci beaucoup, Rénal Avec Dupuis. plaisir. Alors, ces enjeux pour les opérateurs, les équipementiers, ça représente quoi comme transformation ? En fait, on est en train de passer dans la virtualisation, Rénal le disait très bien, dans la virtualisation de tous ces équipements. Et donc, on est sur des métiers qui sont assez différents, finalement, pour les équipementiers. Ils sont en train de revoir la manière dont ils vendent et la manière dont ils déploient, en fait, les équipements. On va en parler certainement, mais la 5G, c'est beaucoup d'agilité, finalement, beaucoup de possibilités de modifier rapidement les
les infrastructures, etc. Et ça, c'est des choses que les sociétés d'informatique, les ESN, maîtrisent plutôt bien, parce que c'est notre métier de travailler sur la virtualisation et sur le fait de créer des déploiements. C'est là où ils ont vraiment besoin de vous et de l'accompagnement. Pour revenir aux industries, quel est l'intérêt de la 5G très concrètement pour l'industrie française ? Ça mérite d'être appelé. Déjà, c'est d'être le système nerveux de l'industrie 4.0, c'est-à-dire de pouvoir aller jusqu'au bout de cette digitalisation, numérisation, alors qu'on est toujours en chemin là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Et puis surtout, c'est de se projeter dans l'industrie du futur, c'est-à-dire celle qui est agile, celle qui est en temps réel, celle qui permet de communiquer avec l'extérieur, celle qui est... On n'a pas forcément besoin de la 5G pour ça. Ce que nous disait d'ailleurs Franck Bouitard d'Ericsson, il disait déjà, si on passait tout le monde à la 4G, ce serait pas mal. Oui, alors effectivement, on peut y aller à la vitesse de l'escargot, si on veut, mais on peut aussi mettre un peu la surmultiplier. Oui. Et je pense que... moi, je vais vous donner un chiffre qui... En réseau privé 5G, qui est quand même pour les industriels un élément très fort. Aujourd'hui dans le monde, on considère, enfin les dernières estimations disent qu'il y a à peu près 2200. Mais en réelle production autour de la 5G, il y en a plutôt 400-500. Donc vous voyez, c'est le début, mais il faut y aller, parce que pour se mettre en ordre de marche, il y a beaucoup de sujets dont on va parler, et les intégrateurs ont un rôle à jouer très fort là-dedans, mais ça demande un temps important, dans 12 à 18 mois, pour essayer de regarder quels sont les vrais cas d'usage, quelle est l'architecture. Mais derrière, on va très vite. C'est ce que je rappelais de nouveau sur Alcatel. En 6 mois, les 50 nouveaux cas, mais c'est extraordinaire. Ça va beaucoup plus vite que l'intégration de toute nouvelle technologie. Qu'est-ce que vous leur dites aux industries françaises à propos de la 5G ? Moi, je pense qu'en fait, on a manqué un petit peu d'explication. Je vais prendre un peu le temps de développer ça, mais on n'a pas très bien expliqué d'abord au grand public ce qu'était la 5G, parce qu'on a mis en avance d'abord le fait que la 5G, c'était beaucoup plus de vitesse, moins de latence, et puis de l'IoT. Bon, très bien, des choses que la plupart des gens dans le grand public ont dit, moi, l'IoT, ça ne m'intéresse pas particulièrement. La latence, à part les joueurs, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est ? Et puis la vitesse, moi, en 4G, je regarde déjà la télé sur mon smartphone, donc pourquoi rajouter ce genre de choses ? Donc, on n'a pas très bien expliqué au grand public ce qui, en réalité, pouvait être intéressant, et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour le grand public, mais c'est pareil pour les industriels. Finalement, on aurait pu expliquer aux industriels que la 5G, c'était la possibilité de déployer les usines de demain, les usines agiles, celles qui permettent de se reconfigurer quasiment d'objet en objet, de transformer une ligne de production qui produit un objet du jour au lendemain, de modifier, de bouger des machines. Il n'y a plus de fil. Il n'y a plus de fil et on va pouvoir transporter de l'information au travers d'une infrastructure justement qui permet d'être extrêmement agile. Il y a une autre chose qui est extrêmement importante et qu'on n'a pas mis en avant dans les 3 piliers dont je parlais, c'est la sécurité. La 5G Est-ce que c'est gage de sécurité ? La 5G, par son architecture, en fait, amène une sécurité qu'on n'a pas dans les autres technologies. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'IoT, par exemple, et l'IoT, pour le coup, concerne énormément les industriels. Je parle des industriels, on pense aux usines, aux chaînes de fabrication, etc. Mais on peut aussi penser à d'autres types d'industriels, comme par exemple l'énergie. Oui. L'énergie, derrière un smart grid complexe, il va y avoir beaucoup d'IoT. Et l'IoT piloté par la 5G, c'est une IoT qui est beaucoup plus configurable, qui peut être repensée au fil de l'eau, qui peut être modifiée, mais en plus qui va être sécurisée. Et le smart grid, le fait de sécuriser au mieux, parce qu'on sait que c'est compliqué d'avoir... Et quand vous dites sécurisé, on parle là pour l'industrie de réseaux 5G privés, hein. Alors oui, mais pas que. On parle bien sûr, en 5G, on parle de réseaux hybrides. Donc en fait, des réseaux privés qui vont aussi venir échanger avec d'autres réseaux. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait beaucoup d'entreprises étendues. Oui. Finalement, la 5G, c'est aussi une des infrastructures majeures de l'entreprise étendue et de l'industrie étendue en fait, aussi.
Oui. Peut-être c'est le moment de... quand j'étais venu parler ici du rapport de la mission, j'avais dit qu'il y avait d'autres livres blancs qui seraient publiés. Donc la filière infrastructure numérique et industrie du futur viennent de publier donc, ce petit livre blanc pour les opportunités pour les PME ETI, donc c'est un peu en écho avec ce qu'il a dit. Et ici, là, on a essayé d'avoir les architectures types, d'essayer de poser les questions. Comment on fait évoluer les plateformes pour profiter au maximum de la 5G. Donc ces deux livres blancs sont disponibles bien sûr sur Internet. Des livres blancs que connaît par cœur, j'imagine, Jean-François Gaudry chez Inetum. Je voulais quand même qu'on écoute Franck Bouettard sur ce qu'il dit qu'il attend justement des ESN, des intégrateurs. C'est une transformation importante pour tout le milieu du business, de l'entreprise, mais également pour Ericsson. C'est-à-dire que vous passez d'un équipementier très matériel. Aujourd'hui, vous vendez du réseau virtualisé. Vous êtes vous-même donc accompagné sur cette transformation dans vos métiers. Qu'est-ce que vous attendez des ESN avec qui vous travaillez ? D'abord, comment est-ce qu'elles peuvent vous accompagner sur la virtualisation du réseau ? On va vendre de plus en plus dans le domaine de l'entreprise en tant que telle, puisque cette technologie va rentrer progressivement dans l'entreprise. Maintenant, ce que l'on vend devient de plus en plus logiciel et de moins en moins matériel. Alors, on aura toujours beaucoup de matériel à vendre, puisque les antennes sont quand même, il faut mettre des ondes, donc il faut quand même du matériel hardware en tant que tel. On travaille aussi dans tout ce qui est les systèmes de management, de facturation, donc qui demandent beaucoup d'intégration. Donc on a des compétences fortes d'intégration sur lesquelles on a des sous-traitants ESN, déjà aujourd'hui. Et plus les réseaux d'entreprises et de télécoms vont être virtualisés, avec de plus en plus de logiciels, plus on aura besoin de compétences d'intégration nous-mêmes, et on aura besoin d'ESN derrière nous pour nous accompagner en termes de compétences. Alors dans ces enjeux autour de la 5G, vous l'avez évoqué, Jean-François Gaudry, avec le smart grid, les réseaux énergétiques intelligents. On peut gagner aussi en efficacité énergétique ? Alors oui, effectivement, c'est une des promesses de la 5G, c'est que on va avoir des équipements qui vont être plus localisés, plus dédiés, plus efficaces. En fait, en termes d'énergie et de dépenses d'énergie. Je pense que ça, par exemple, on a oublié de le dire. Quand je disais qu'on n'avait pas assez raconté les histoires positives de la 5G, on s'est uniquement, on a toujours été sur les mêmes cas d'usage. Finalement, le grand public aurait certainement, par exemple, été ravi d'apprendre qu'on faisait des économies d'énergie avec la 5G. Les industriels, bien sûr, n'en parlons pas. Bah oui, puis ça, c'est un argument économique. Ah bah, c'est clair. Oui, on parle quand même de 25%, en tout cas ce qui a été fait comme étude chez Nokia et Ericsson. Les deux se tombent à peu près sur les mêmes chiffres. C'est significatif, 25%. Et ça vient effectivement du fait qu'on a une efficacité qui n'est pas la même. On arrose avec la Wi-Fi des zones de manière continue, alors qu'avec le 5G, on fait du in-out au sens où on l'utilise quand on a besoin et on met le nombre d'antennes que l'on veut. Donc on a un bilan qui est très favorable et je pense que c'est à rappeler et ça doit faire partie de l'équation économique. Alors tout ça, oui. D'ailleurs, on arrose en plus au bon endroit, j'allais dire. Contrairement, parce que ça c'est pareil, ça on ne l'a pas vraiment expliqué, contrairement à des antennes 4G, la génération précédente, ou contrairement à des technologies qu'on connaît comme le Wi-Fi, etc., en fait là, avec les antennes, avec les petites antennes 5G, celles qui sont au plus proche, au plus près des utilisateurs, on va focaliser, c'est le nom d'ailleurs qu'on utilise, sur la zone où on a besoin justement d'utiliser le réseau, et du coup on ne va pas arroser partout. Ça c'est intéressant d'un point de vue énergétique, et puis c'est pareil, je pense que le grand public aurait été intéressé de savoir qu'effectivement on n'arrosait pas partout avec ces antennes. Alors, je voulais qu'on termine, parce qu'on arrive déjà pratiquement à la fin de ce talk, mais qu'on termine sur le constat aujourd'hui du déploiement de l'industrie 4.0 en France et des usages de la 5G. Quel est votre constat, Philippe Herbert ? C'est qu'on avance un peu plus vite qu'il y a 18 mois, mais on n'a pas encore enclenché la surmultipliée. Je crois que... je voudrais revenir sur l'introduction. La mission, elle a aussi mis en avant que l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire non seulement, bien sûr, les opérateurs et les industriels, mais également les intégrateurs et les offreurs de solutions, c'était maintenant qu'il fallait qu'ils se mettent. Et là, on voit bien, et merci
d'être à mes côtés là-dessus, que les intégrateurs, ça y est, ils ont aujourd'hui pris le mordant et ils voient qu'il y a une opportunité. Maintenant, je pense que on est passé, il y a un an, de 0 site en production à peu près une grosse demi-douzaine, on va dire, ça dépend comment on compte la production, entre 6 et 9. Voilà. J'espère que dans 6 mois, on comptera en dizaines et que dans un an, ça sera en centaines. Vous pensez que ces réseaux, alors privés ou hybrides, vont se déployer de manière plus accélérée à partir de maintenant ? Alors, en fait, pour tout vous dire, je pense que l'industrialisation qui est voulue sur l'Europe aujourd'hui, l'industrialisation, elle va commencer d'abord par un grand coup sur les infrastructures. Oui. Sur l'ensemble de l'Europe. Et les infrastructures, on peut faire de l'infrastructure lourde, mais la fibre optique ? Alors, de la fibre optique, mais là, vous parlez de telco, mais moi, de manière générale, déployer des infrastructures pour faire de l'industrie sur l'Europe, c'est aussi rendre ces infrastructures au temps où on est en 2023. Donc aujourd'hui, on va les rendre plutôt intelligentes. Et les rendre intelligentes, c'est leur donner une infrastructure de réseau qui est moderne. Une infrastructure de réseau moderne, c'est une infrastructure qui peut être reprogrammée rapidement. C'est l'agilité dont je parlais tout à l'heure. C'est tant qu'à faire les économies d'énergie dont on a parlé. Et puis... peut-être de la modularité. D'ailleurs, j'aimerais bien que l'ensemble des industriels qui fabriquent des composants, et je pense notamment aux terminaux, oui. Fassent attention aussi à rendre leurs terminaux, leur donner la possibilité d'être reconfigurés pour avoir une vie plus longue et puis pour pouvoir être respectueux justement aussi d'un environnement qui en a besoin aujourd'hui. On va écouter Jacques Moulin, qui était aussi un visiteur du salon, bien évidemment, du Digital World Institute, nous donner, lui, son regard sur l'état des lieux quant à l'industrie 4.0 en France. Tout le monde le dit, si on veut vraiment révolutionner notre industrie, faire cette industrie 4.0, il faut passer par la 5G. Ok, donc on n'a même pas besoin d'attendre la 5,5, on est d'accord ? C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'en France, on est si long à mettre en place ces dispositifs, ces nouvelles solutions ? Alors il y a plusieurs aspects. Le premier point, vous le savez, les fréquences ont tout d'abord été allouées aux opérateurs. Ça n'avait pas été le choix de l'Allemagne. Les industriels allemands avaient fait un recours d'ailleurs, ce qui est une grosse différence avec l'industrie française. Et donc en l'occurrence, ça a été un peu capté par les opérateurs. Et dès lors, on s'est mis dans une logique grand public alors même que, sincèrement... Avec des problématiques d'investissement aussi. Ces opérateurs ont de gros investissements à fournir et c'est peut-être pas leur priorité d'aller développer des 5G autour de l'industrie. C'était pas leur priorité. C'est vrai que lorsqu'on est opérateur et que l'on doit assurer la couverture du territoire en fibre avec le plan très haut débit, quand il s'agit aussi de résorber ce qui reste des zones blanches, et il en existe encore, quand il s'agit bien sûr de continuer à entretenir le réseau, etc., et d'avoir un cours de bourse que tout le monde regarde avec attention, tout cela fait que les CAPEX sont regardés avec attention. Mais le point aussi, c'est que les opérateurs ont, de fait, et c'est un peu normal, beaucoup communiqué sur la 5G grand public, là où, sincèrement, l'utilisation, les usages pour le grand public ne sont pas véritablement ce qui est l'essentiel dans la 5G. Ce qui compte, c'est la 5G industrielle. Et on a un tissu... Et là, au Mobile World Congress, là, vous la voyez ? Vous voyez des choses concrètes ? On voit des vrais cas d'usage qui se développent en Europe. Absolument, et en particulier ce que je trouve notable, c'est tout ce qui a trait à l'immersif, à la réalité virtuelle. On le sait, dans l'industrie, déjà, les chaînes de production avec le Twin Digital sont quelque chose de, je ne vais pas dire généralisé, hélas, insuffisamment en France, mais sont connues. Et on voit maintenant, notamment dans un certain nombre d'innovations qui sont ici présentées, que l'on aborde des cas d'usage concernant par exemple l'éducation, concernant la santé, et où on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite ? Pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite quand on voit alors je ne vais pas dire le saut quantique que l'on pourrait faire, mais en tout cas qui permettrait sans doute de faire notre propre saut de grenouille en matière industrielle. Merci beaucoup. Alors on termine avec un mot sur la réalité virtuelle, parce qu'on en a vu pas mal, vous l'avez dit Jean-François Gaudy au Mobile World Congress, et les intraverses.
Oui, quelque chose qui se développe. Derrière, là, on est vraiment dans le virtuel. On a parlé beaucoup des usages du réel avec la 5G, mais effectivement, dans le virtuel, il y a beaucoup de choses qui vont nous aider avec la 5G, notamment, effectivement, pour le coup, la latence, c'est important, parce que sans une latence faible, on ne peut pas utiliser ces technologies, on est malade, ça ne réagit pas comme on veut. Enfin, là, vraiment, on a besoin d'une latence faible, pour le coup. Et puis, les débits, etc. Donc là, vraiment, sur les casques de réalité virtuelle, avec le fait qu'on peut l'utiliser ça en collaboratif, être à plusieurs en même temps, à expérimenter, à se former sur des objets ou dans l'industrie. À avoir un jumeau numérique dans lequel on peut se promener, utiliser les machines. Exactement. Et ça, en fait, ça n'est possible qu'avec des systèmes de ce type-là. Ouais. Allez, on passe aux key points, vraiment les points à retenir.